Que contenait donc cette valise qui soit plus important qu'un parapluie par une journée pareille? Peut-être est-elle restée là-bas toute la journée, à attendre. Peut-être attendait-elle seulement quelqu'un. À moins qu'elle n'ait sauté à bord d'un wagon de la ligne rouge quelques secondes après notre départ. Quand je rentre chez moi ce soir-là, elle a disparu. Je n'en parle pas à Chris parce que je connais déjà sa réponse. Quelle importance. J'aide Zoé à faire ses devoirs de maths à la table de la cuisine. Ma fille déclare qu'elle déteste les maths, ce qui ne me surprend pas vraiment. Ces derniers temps, Zoé déteste à peu près tout. Elle a 12 ans. Je n'en suis pas tout à fait certaine. Pourtant, il me semble que ma période « je déteste tout » était venue plus tard, vers les 16 ou 17 ans. Mais de nos jours, tout arrive plus tôt. Je suis allée à la maternelle pour jouer et apprendre l'alphabet. Zoé, elle, y est allée pour apprendre à lire et devenir plus calée que moi question technologie. Les garçons et les filles d'aujourd'hui atteignent la puberté plus tôt, presque 2 ans plus tôt pour certains, que ceux de ma propre génération. Des gamins de 10 ans possèdent déjà un téléphone portable. Des gamines de 7 ou 8 ans ont déjà de la poitrine. Chris dîne, puis s'éclipse dans son bureau, comme tous les soirs, pour travailler sur des documents ennuyeux à mourir jusque tard dans la nuit, bien après que Zoé et moi sommes allés nous coucher. Le lendemain, la fille est de nouveau là. Et de nouveau, il pleut. Nous ne sommes qu'à la 2e semaine d'avril, et déjà les météorologistes nous prédisent des records de précipitations mensuelles. Le mois d'avril le plus pluvieux de l'histoire de la ville, à les en croire. La veille, ils ont annoncé 1,5 cm de pluie en une seule journée. Elle commence à s'infiltrer dans les sous-sols, à s'accumuler dans les recoins des rues basses de la ville. Des vols ont dû être annulés ou retardés. Je me rappelle le dicton « D'avril, les ondées font les fleurs de mai », tandis que j'enfile une parka imperméable de couleur crème et glisse mes pieds dans une paire de bottes en caoutchouc en prévision du trajet jusqu'à mon travail. Elle porte le même jean déchiré, la même veste kaki, les mêmes bottines à lacets. La même valise repose à ses pieds. Elle frissonne dans l'air vif tandis que le bébé gigote en pleurant. Je peux lire sur ses lèvres les paroles d'apaisement qu'elle chuchote. Chut, en secouant doucement l'enfant dans ses bras. J'entends des femmes à côté de moi, qui boivent leur café bien chaud, à l'abri sous d'énormes parapluies de golf. Quelle idée de sortir un bébé par un temps pareil! À quoi pense donc cette fille? Et où est le bonnet de l'enfant? Une rame de la ligne violette défile devant nous à toute allure. Le train de la ligne brune s'arrête près du quai, et les égoïstes embarquent en file indienne telles des pièces sur le tapis roulant d'une chaîne d'assemblage. De nouveau, j'hésite, désireuse de faire quelque chose, sans pour autant me montrer importune ou insultante. La ligne est ténue entre bienveillance et inconvenance, une ligne que je ne tiens pas à franchir. Il pourrait y avoir des millions de raisons pour que cette fille reste ainsi avec sa valise et ce bébé sous la pluie, des millions de raisons bien différentes de cette pensée persistante qui tourne dans un coin de ma tête. C'est une sans-abri. Je travaille avec des gens souvent misérables, essentiellement des immigrés. Le niveau d'illettrisme à Chicago est inquiétant. Près d'un tiers des adultes savent à peine lire et écrire, ce qui signifie qu'ils sont incapables de remplir une candidature pour un travail, de lire une carte ou de comprendre à quelle station de métro descendre. Et bien entendu, ils sont dans l'incapacité d'aider leurs enfants à faire leurs devoirs. Les visages de la pauvreté sont sinistres. De vieilles femmes recroquevillées sur des bancs dans les parcs de la ville, poussant leurs maigres possessions dans un caddie de supermarché, fouillant les poubelles à la recherche d'un peu de nourriture. Des hommes allongés au pied des immeubles pendant les jours glaciaux de janvier, endormis à côté d'une pancarte en carton posée près de leurs corps inertes. « S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai faim. Dieu vous bénisse. » Les victimes de la pauvreté vivent dans des logements insalubres, dans des quartiers malfamés. La nourriture manque, et ces gens sont souvent affamés. Ils ont rarement les moyens de se faire soigner ou vacciner. Leurs enfants fréquentent des écoles peu subventionnées, développent des troubles du comportement, connaissent la violence. Statistiquement, ils ont plus de risques d'être abusés sexuellement, entre autres, dès leur plus jeune âge, si bien que le cycle se répète. Des adolescentes donnent naissance à des enfants trop petits. Comme elles n'ont que peu ou pas accès aux soins médicaux, elles ne peuvent pas les faire vacciner. Les bébés tombent malades et connaissent la faim à leur tour. La pauvreté à Chicago frappe surtout les communautés noires et hispaniques, ce qui ne signifie pas pour autant qu'une fille blanche ne puisse être pauvre. Toutes ces réflexions me traversent l'esprit en l'espace d'un instant.